Une modeste femme de ménage vit un seau flotté avec 2 bébés et décida de les élever. Mais 6 ans plus tard, les parents milliardaires revinrent et choquèrent tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel était encore teinté de gris lorsque June termina son service. Elle nettoya les dernières tables du restaurant, troqua son uniforme contre des vêtements usés et sortit dans l'air froid du petit matin. Ses épaules étaient endolories après 8 heures de travail, mais la promenade le long de la rivière pour rentrer chez elle apaisait toujours sa fatigue. C'était son moment de paix. June avait 32 ans et une vie organisée dans la simplicité. Femme de ménage dans 2 endroits différents, un restaurant la nuit et des maisons de particuliers le jour, elle n'avait jamais eu grand-chose, mais ne s'en plaignait jamais. Son petit studio, bien que marqué par le temps, était propre et accueillant. Les murs écaillés racontaient les histoires de nombreux locataires précédents, mais elle avait fait de cet espace son refuge. Ce matin-là, la rivière semblait plus agitée que d'habitude. Une forte pluie était tombée pendant la nuit et le courant charriait des branches et des détritus. June suivait son chemin habituel quand quelque chose de différent attira son attention. Un son faible, presque imperceptible par-dessus le bruit de l'eau. Elle s'arrêta, tendit l'oreille. Ce doit être juste le vent, pensa-t-elle, essayant de se convaincre. Mais le son revint, un cri, fragile, instinctif. Un chat abandonné, peut-être. Elle s'approcha du bord de l'eau. Ce qu'elle vit ensuite la glaça jusqu'aux os. Parmi des branches coincées sur les rochers, un seau en plastique bleu flottait, comme si le courant l'avait déposé là par hasard. Et à l'intérieur ? Mon Dieu, murmura-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. 2 nouveau-nés, minuscules, enveloppés dans des couvertures trempées qui les protégeaient à peine. Leurs petits visages étaient rouges de pleurs et de froid, leurs bouches ouvertes dans un appel à l'aide silencieux. June ne réfléchit pas, ne calcula pas les conséquences, n'hésita pas. Elle descendit la rive glissante, s'aventura dans l'eau jusqu'aux genoux et atteignit le seau. L'eau glaciale trempa son pantalon, mais elle le sentit à peine. Avec précaution, elle souleva le seau et le ramena sur la berge. Comment quelqu'un pouvait-il ? La question s'éteignit sur ses lèvres. Les bébés semblaient si petits, si fragiles. Leur peau était froide au toucher. Sans perdre de temps, June retira son manteau et enveloppa les 2 enfants ensemble, essayant de les réchauffer. C'étaient des jumelles, 2 filles identiques. Leurs yeux étaient fermés, des cheveux sombres collés à leur petite tête mouillée. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Seule la rivière, les arbres et le silence de l'aube comme témoins. Je dois les emmener à l'hôpital, pensa-t-elle d'abord. Mais quelque chose la fit hésiter. Elle avait entendu des histoires d'enfants abandonnés entrant dans le système, séparés, grandissant dans des familles d'accueil. Et ces 2-là, si petites, si semblables, seraient-elles gardées ensemble ? Un sentiment étrange grandit dans sa poitrine. Elle ne pouvait l'expliquer, mais elle sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. June n'avait jamais eu de famille. Ses parents étaient morts quand elle était adolescente, elle n'avait jamais connu l'amour d'un homme qui resterait, et n'avait jamais eu la chance d'être mère. Et maintenant, la vie plaçait dans ses bras 2 enfants qui avaient désespérément besoin de quelqu'un. « Vous ne serez plus jamais seuls », leur murmura-t-elle en les serrant contre sa poitrine, sa voix ferme comme une promesse scellée. Avec les bébés dans ses bras, elle marcha rapidement vers chez elle. Le soleil commençait à se lever, éclairant son chemin. Chaque pas était une décision, chaque mètre l'éloignait de l'idée de confier les enfants aux autorités et la rapprochait d'une nouvelle vie. Elle arriva à son appartement, essoufflée. Elle ferma la porte à clé et déposa les bébés sur son lit. Ils pleuraient encore, mais le son semblait plus faible. Ils avaient besoin de chaleur, de nourriture et de soins immédiats. Que faire, se répétait-elle en arpentant le petit espace. June n'avait jamais pris soin d'un bébé, encore moins de 2, mais son instinct parlait plus fort. Elle rassembla toutes ses serviettes propres et les réchauffa avec le petit radiateur de la salle de bain. Soigneusement, elle retira les couvertures mouillées et sécha les bébés. Leur petit corps était si minuscule qu'il tenait dans ses mains. « Vous êtes des guerrières », dit-elle doucement. « Vous avez survécu à l'eau, au froid. Vous allez vous en sortir. » N'ayant pas de vêtements de bébé, elle improvisa avec ses t-shirts les plus doux, les coupant et les nouant pour en faire des langes et des couvertures. Elle fit chauffer de l'eau et la testa sur son poignet, comme elle l'avait vu dans les films. Avec un vieux compte-gouttes trouvé dans un tiroir, elle donna de l'eau tiède aux petites, l'une après l'autre. Elles ont besoin de lait, pensa-t-elle, inquiète, et d'un médecin. Mais comment expliquerait-elle la présence de ces bébés ?
Qu'elle les avait trouvés dans la rivière et avait décidé de les garder? Serait-elle arrêtée pour enlèvement? Les enfants lui seraient-ils enlevés? La peur fit battre son cœur. Elle regarda les 2 bébés, maintenant plus calmes dans leur nid de serviettes improvisées. Elles étaient parfaites. Trop petites, oui, des nouveau-nés, sûrement. Elles n'avaient probablement même pas 24 heures. J'ai besoin d'aide, conclut-elle. Elle se souvint de Martha, une femme âgée qui vivait 2 étages plus bas. C'était une sage-femme à la retraite et elle discutait parfois dans le couloir. June prit les bébés, les enveloppa soigneusement et descendit les escaliers de l'immeuble, priant pour que Martha soit chez elle. Elle frappa à la porte, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Quand Martha ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « June, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide », l'interrompit June en montrant le paquet dans ses bras. « Je les ai trouvés dans la rivière. Elles étaient dans un seau. Elles sont vivantes, mais je ne sais pas quoi faire. » Martha, forte de décennies d'expérience à aider des vies à naître, ne posa aucune question superflue. Elle ouvrit grand la porte. « Entrez, vite. » Pendant les 2 heures suivantes, Martha examina les bébés en détail. Elle coupa leurs cordons ombilicaux, qui avaient été mal noués. Elle les nettoya correctement et improvisa des biberons avec une préparation qu'elle assura être bonne pour les nouveau-nés. « Elles sont en bonne santé, tout bien considéré, » dit-elle enfin. « Elles sont prématurées, mais pas de beaucoup, peut-être 8 mois. Mais elles ont besoin d'un médecin, June. Et vous devez prévenir les autorités. » June regarda les bébés, maintenant endormis après avoir mangé. Son cœur avait déjà pris une décision que son esprit essayait encore de traiter. Et si on les sépare? Et si elles vont dans des foyers différents? Martha soupira. Elle comprenait la peur de June, mais aussi les implications légales. « Qu'est-ce que tu penses faire, June? » « Les garder, répondit-elle sans hésiter. Leur donner un foyer. Les garder ensemble. Martha regarda June longuement. Elle connaissait la jeune femme depuis des années. Elle voyait en elle une solitude tranquille, une bonté naturelle, mais elle connaissait aussi les défis. Ce ne sera pas facile. Tu as 2 emplois, tu vis dans un petit espace, tu as à peine assez d'argent pour toi. Je trouverai un moyen. Je peux travailler plus. Je peux les emmener avec moi à mes ménages. Je peux? Et légalement? Que diras-tu quand on te demandera d'où elles viennent? June n'y avait pas pensé. Comment expliquerait-elle l'apparition soudaine de 2 bébés dans sa vie? Martha s'approcha et posa une main sur son épaule. J'ai une amie, une assistante sociale. Elle peut t'aider à régler ça sans que les filles soient séparées. Mais tu dois faire confiance au processus, June. Et s'il me les enlève? Je serai à tes côtés. Nous expliquerons la situation. Tu leur as sauvé la vie, June. Ça compte beaucoup. June regarda à nouveau les bébés. Quelque chose en elle disait que c'était son chemin, que ses enfants étaient entrés dans sa vie pour une raison. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais en attendant, elle reste avec moi. Martha hocha la tête et promit d'appeler son amie le jour même. Avant que June ne parte, elle lui tendit un sac de vêtements de bébé. C'étaient ceux de mes petites filles. Elles sont trop grandes maintenant. Ça aidera pour le moment. June la remercia, émue par le geste. Elle retourna à son appartement avec les bébés et une petite lueur d'espoir. Dans les jours qui suivirent, elle apprit à s'occuper des jumelles avec l'aide de Martha. L'assistante sociale, une femme compatissante nommée Hélène, vint lui rendre visite et entama le processus légal. Après avoir entendu l'histoire et vu le seau où les bébés avaient été trouvés, Hélène promit d'aider June à obtenir la garde temporaire. Ce ne sera ni rapide ni facile, l'avertit-elle. Ils vont enquêter, chercher les parents biologiques. Vous devrez prouver que vous pouvez vous occuper d'elle correctement. June accepta toutes les conditions. Elle remplit des formulaires, répondit à des questions et ouvrit sa vie à l'évaluation. Pendant ce temps, les bébés grandissaient, prenaient du poids et répondaient à ses caresses. Elles ont besoin de noms, dit Martha lors d'une de ses visites. June y avait déjà pensé pendant ses nuits blanches, à les bercer quand elle pleurait. Des noms lui étaient venus à l'esprit. Élodie et Méra, répondit-elle avec un sourire. Élodie signifie fleur étrangère, car elle vient d'un endroit inconnu, et Méra est celle qui admire, car depuis le début, elle ouvre ses petits yeux et semble tout observer avec curiosité. Martha sourit, approuvant le choix. De beaux noms pour des filles fortes. Au fil des jours, June réorganisa complètement sa vie. Elle réussit à obtenir un congé d'un de ses emplois, expliquant vaguement une urgence familiale. À l'autre, elle emmenait les bébés,
caché dans un panier modifié. Ses employeurs, un couple âgé, finirent par le découvrir mais, émus par l'histoire, l'autorisèrent à continuer. Le petit appartement fut adapté. June vendit quelques meubles pour faire de la place à un simple berceau acheté d'occasion. Chaque centime était compté 2 fois avant d'être dépensé. Mais à la fin de chaque journée, quand elle regardait Élodie et Mera dormir côte à côte, elle savait que tout cela en valait la peine. Une nuit, environ 2 mois après avoir trouvé les bébés, Élodie développa une forte fièvre. June paniqua. C'était le milieu de la nuit, elle n'avait pas de voiture et l'hôpital le plus proche était loin. Elle appela Martha, qui arriva rapidement avec des médicaments pour bébé. Ce n'est peut-être qu'une légère infection, la rassura l'ancienne sage-femme, mais nous devons surveiller. June ne dormit pas. Elle passa la nuit entière avec Élodie dans ses bras, prenant sa température toutes les heures, donnant les médicaments aux heures exactes et appliquant des compresses fraîches sur son front. À un moment donné, elle se rendit compte qu'elle chantait une douce mélodie, improvisée sur le moment, d'une voix qui tremblait d'inquiétude et d'amour. « Guérie, ma petite », murmurait-elle entre les vers improvisés. « Ta sœur et moi avons besoin de toi. » Le lendemain matin, la fièvre était tombée. Élodie ouvrit les yeux, pour la première fois, June vit un petit sourire sur son visage. C'était comme si le soleil s'était levé à l'intérieur de l'appartement. 6 mois après ce jour fatidique au bord de la rivière, Hélène apporta de bonnes nouvelles. La recherche des parents biologiques n'avait rien donné. Aucun dossier de jumelles disparu, aucun rapport correspondant à la description. Le processus pour la garde permanente pouvait commencer. Il y a encore du chemin à parcourir, expliqua Hélène, mais les chances sont bonnes, June. Vous avez prouvé que vous étiez capable, malgré toutes les difficultés. Ce soir-là, June coucha les bébés et s'assit à côté du berceau, observant leur respiration paisible. Elles étaient siennes maintenant. Non par le sang, mais par choix, par amour, par destin. Dehors, la rivière continuait son cours, indifférente à la transformation qu'elle avait provoquée. Les eaux qui avaient un jour apporté la tragédie à 2 petites vies avaient fini par les transporter exactement là où elles devaient être, dans les bras de quelqu'un qui donnerait tout pour elles. June ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle savait seulement que tant qu'elle en aurait la force, Élodie et Mera ne connaîtraient plus jamais l'abandon. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. Le temps passait bien trop vite, comme de l'eau glissant entre ses doigts. 6 années s'étaient écoulées depuis ce matin froid au bord de la rivière. Maintenant, le petit appartement qui n'abritait autrefois que June était rempli de vie, de rire et de petites empreintes de pas partout. Élodie et Mera avaient 5 ans, 2 filles identiques en apparence mais complètement différentes en personnalité. Élodie, la plus calme, passait des heures à dessiner avec les crayons de couleur usés que June rapportait des maisons qu'elle nettoyait. Ils sont usés, mais ils ont encore beaucoup de couleurs à donner, disait June, et la fillette ne s'en souciait pas. Elle transformait chaque gribouillis en une petite œuvre d'art. Mera, en revanche, ne tenait jamais en place. Elle sautait, dansait, inventait des histoires folles et transformait le couloir de l'immeuble en son terrain de jeu privé. La vie était simple, mais aucune des 3 ne se plaignait. Le placard contenait des vêtements rapiécés, certains donnés par des voisins dont les enfants avaient grandi. June avait appris à mieux coudre au fil des ans, une nécessité devenue un talent. Elle transformait des pantalons déchirés en shorts, de grands t-shirts en robes, et chaque pièce réparée recevait une petite broderie colorée pour cacher le raccommodage. « Regarde, il y a une fleur sur mon pantalon », disait Mera en le montrant à ses amis de l'école publique qu'elle fréquentait. « C'est ma maman qui l'a faite. Elle fait de la magie avec une aiguille et du fil », ajoutait fièrement Élodie. Les jumelles grandissaient à l'abri du monde, mais pas seules. June avait décidé de leur faire l'école à la maison, en partie par peur des questions sur leurs origines, en partie parce qu'elle ne pouvait pas concilier les horaires scolaires avec sa routine de travail. Avec des livres trouvés dans des brocantes et ses connaissances de base, elle apprenait aux petites à lire, écrire et compter. « Vous êtes si intelligente », disait June avec fierté lorsque les filles parvenaient à lire un nouveau mot ou à résoudre une addition. June souriait simplement, cachant son épuisement. Elle travaillait plus que jamais. En plus des ménages, elle avait commencé à accepter des commandes de couture la nuit. Quand les filles dormaient, elle s'asseyait sous la faible lumière d'une lampe et cousait jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Robe de soirée, retouche de vêtements, rideaux, elle acceptait n'importe quel travail. L'argent était toujours juste, réparti entre le loyer, la nourriture, les fournitures scolaires et le fonds que June gardait caché dans une boîte à biscuits sur le dessus du placard pour les urgences, comme elle se le disait, pour l'avenir des filles. Il y avait toujours de la nourriture sur la table, mais jamais de reste.
June avait appris à faire des miracles avec peu d'ingrédients. Elle transformait les restes en nouveaux plats si délicieux que les filles ne remarquaient jamais qu'elles mangeaient le même poulet de la veille, maintenant sous forme de soupe. « Maman, comment fais-tu pour que la nourriture soit si bonne ?» demandait Mera la bouche pleine. « Le secret, c'est l'amour que je mets dans chaque casserole », répondait June, gardant pour elle le secret des épices bon marché qu'elles achetaient à l'épicerie du coin. Les jouets étaient peu nombreux mais précieux, une poupée de chiffon pour chacune, fabriquée par June elle-même, des blocs de bois qu'un voisin menuisier leur avait donnés, des livres pour enfants achetés dans des foires aux livres d'occasion, le trésor le plus précieux, une boîte de crayons de couleur neufs qu'elles avaient reçue pour Noël de la directrice de l'école, impressionnées par les dessins d'Élodie. Les filles ne se plaignaient jamais de ce qu'elles n'avaient pas. Pour elles, cette vie était normale, elle était heureuse. Elles avaient une mère qui les aimait inconditionnellement, un toit sur au-dessus de leur tête, de la nourriture sur la table, surtout l'une l'autre. La nuit, June leur racontait des histoires. Certaines qu'elle lisait des quelques livres qu'elle possédait, d'autres qu'elle inventait sur le moment. Leurs préférées étaient les histoires de princesses jumelles qui vivaient de grandes aventures. Les filles ne s'en rendaient pas compte, mais beaucoup de ces histoires étaient en fait des leçons déguisées sur le courage, l'honnêteté et la gentillesse. Raconte encore l'histoire des princesses qui ont aidé la vieille dame dans la forêt, demandait Mera presque tous les soirs. Non, aujourd'hui c'est celle de la grotte magique, protestait Élodie. June finissait par raconter les deux, même si cela signifiait moins d'heures de sommeil avant de se réveiller pour une autre journée de travail. Un dimanche pluvieux, les filles étaient agitées. Le petit appartement semblait encore plus petit avec leur énergie refoulée. Elles ne pouvaient pas aller au parc comme les week-ends ensoleillés. Elles n'avaient pas de télévision pour les distraire. Après toute une matinée de « maman, on s'ennuie », June eut une idée. « Les filles, construisons quelque chose de magique. » Elle prit tous les draps du placard, quelques chaises de la cuisine, des pinces à linge et l'unique lampe de poche qu'elles avaient. Avec l'aide enthousiaste des jumelles, elle tendit les draps d'un bout à l'autre du salon, les fixant aux meubles, créant un grand plafond de tissu. Elle plaça des oreillers et des couvertures sur le sol. « Voilà, notre tente magique est presque prête », annonça-t-elle pour le plus grand plaisir des filles. Élodie courut chercher ses plus beaux dessins, qui furent accrochés aux parois de la tente avec du ruban adhésif qui perdait déjà son pouvoir collant. Mera apporta les poupées de chiffon et les quelques animaux en peluche qu'elle possédait. Quand tout fut prêt, June éteignit les lumières de l'appartement et alluma la lampe de poche à l'intérieur de la tente. L'effet fut immédiat. Les ombres dansaient sur les murs de drap, créant un monde nouveau et mystérieux. Maintenant, faisons comme si nous étions dans une forêt enchantée, suggéra June, se joignant au jeu. Ou peut-être sur une autre planète. Non, maman, on est au fond de la mer. Regarde comme les lumières ressemblent à des poissons qui nagent. S'exclama Mera en agitant ses mains devant la lampe de poche pour créer des ombres qui ressemblaient vraiment à des poissons. Je suis une sirène, décida Élodie, s'allongeant sur le ventre et faisant semblant de nager. June rejoignit ses filles sur le sol, imitant une baleine en faisant des bruits amusants qui provoquèrent des éclats de rire. Pendant des heures, elles oublièrent la pluie dehors, le petit appartement, les vêtements rapiécés et les jouets rares. Dans la tente magique, elles étaient des exploratrices d'un monde sans limite. Le soir venu, June prépara du chocolat chaud, un luxe rare réservé aux occasions spéciales, et toutes les trois restèrent dans la tente, se racontant maintenant des histoires d'horreur des profondeurs marines en utilisant la lampe de poche sous leur menton pour créer des visages effrayants. « C'est le meilleur jour de tous les temps », déclara Mera avec une moustache de chocolat sur la lèvre supérieure. « On pourra faire ça tous les jours de pluie ?» demanda Élodie, connaissant déjà la réponse. « Bien sûr qu'on peut, promit June. Notre tente magique sera toujours là, même quand on ne la voit pas. » Élodie parut confuse. « Que veux-tu dire, maman ?» June toucha la poitrine de la fillette, par-dessus son cœur. « La magie que nous avons créée aujourd'hui, ce bon sentiment, elle est gardée juste ici. Chaque fois que tu en auras besoin, il te suffira de te souvenir de ce jour. » Les filles sourirent, comprenant à leur manière. Cette nuit-là, elles dormirent toutes les trois ensemble dans la tente de fortune, June au milieu, une fille de chaque côté. La pluie continuait dehors, mais à l'intérieur de ce petit monde de draps et d'amour, tout était parfait. La vie continua avec ses défis quotidiens, des factures à payer, des chaussures qui devenaient trop petites trop vite, des maladies occasionnelles qui effrayaient June plus qu'elle ne l'admettait. Mais il y avait aussi de petites victoires, les bonnes notes des filles à l'école, le compliment d'une cliente sur son travail de couture, la voisine qui apportait parfois un gâteau qui lui restait, même si June soupçonnait qu'il était fait spécialement pour elle.
Un après-midi, alors que les filles jouaient dans le petit espace entre les immeubles qu'elles appelaient leur cour, Madame Martha, qui avait aidé avec les bébés des années auparavant, s'approcha de June. « June, je voulais te montrer ça », dit Martha en lui tendant un bout de papier. C'était un dessin d'Élodie. 3 silhouettes se tenant la main, une grande au milieu, 2 petites identiques sur les côtés. Au-dessus, en lettres enfantines que June lui avait apprises, était écrit « Ma famille, la meilleure du monde ». Élodie m'a donné ça quand je suis passé vous voir hier. Beaucoup d'enfants dessineraient de grandes maisons, des voitures, des jouets. Elle a juste dessiné ça. Et quand je lui ai demandé pourquoi, sais-tu ce qu'elle a dit? June secoua la tête, trop émue pour parler. Elle a dit « Parce que c'est tout ce dont on a besoin pour être heureuse. » J'ai pensé que tu aimerais le savoir. Cette nuit-là, en regardant ses filles dormir, June réfléchit au chemin parcouru. 6 années de lutte quotidienne, de travail acharné, d'inquiétude constante. 6 années pendant lesquelles chaque centime économisé était une petite victoire, chaque sourire des filles une récompense, chaque nuit où elles dormaient en sécurité et nourrie un accomplissement. Ça n'avait pas été facile. Ce ne serait pas facile à l'avenir. Mais en regardant Élodie et Mera, avec leurs visages identiques et leurs personnalités distinctes, June savait qu'elle referait tout, sans hésiter. Ces filles, trouvées dans les eaux froides de la rivière un jour qui semblait maintenant lointain, avaient donné un sens à sa vie. Et elle se battrait de toutes ses forces pour les garder en sécurité, aimées et heureuses, quoi que l'avenir lui réserve. C'était un samedi après-midi comme les autres. June avait terminé son travail chez les Wilson plus tôt et profitait du temps supplémentaire avec les filles dans le petit espace entre les immeubles. Élodie dessinait à la craie colorée sur le sol en ciment, tandis que Mera jouait à la marelle sur des carrés improvisés. June était assise sur un banc usé, réparant une petite déchirure dans la robe bleue d'Élodie. Le bruit d'un moteur puissant interrompit le calme de la rue. Il n'était pas courant de voir des voitures de luxe dans leur quartier simple. Une Mercedes noire, brillante et neuve, s'arrêta lentement devant l'immeuble. June leva les yeux de son travail, plus par curiosité que par inquiétude. Probablement quelqu'un de perdu, pensa-t-elle. Les filles aussi arrêtèrent de jouer, attirées par la voiture différente. Mera, toujours plus audacieuse, fit quelques pas vers le véhicule. « Mera, reviens ici », appela June par précaution. La portière de la voiture s'ouvrit. Un homme grand, d'environ 40 ans, sortit le premier. Il portait des vêtements chers, un pantalon de ville, une chemise bien repassée, des chaussures en cuir qui brillaient même dans la faible lumière de l'après-midi. Ses cheveux sombres commençaient à montrer quelques mèches grises aux tempes. Il avait un visage anguleux avec des traits forts qui rappelaient quelqu'un à June, mais elle ne parvenait pas à mettre un nom dessus. Ensuite, une femme sortit du côté passager. Plus petite, elle portait une robe simple que June, avec son œil de couturière entraîné, reconnut comme étant chère. Ses cheveux étaient noirs, longs et parfaitement coiffés. Elle avait de grands yeux sombres qui balayaient la zone avec un mélange d'appréhension et d'anxiété. Par instinct, June se leva et appela les filles à ses côtés. Quelque chose chez ce couple la mettait immédiatement en alerte. L'homme la regarda directement, puis les filles, et son visage se transforma. C'était une expression que June ne pouvait pas déchiffrer. Surprise, émotion, choc. « Ce sont elles », dit-il doucement à la femme à côté de lui, qui porta une main à sa bouche. Ils commencèrent à marcher vers June et les filles. Debout, June se plaça instinctivement devant ses filles, comme une barrière protectrice. « Bonjour », dit l'homme, sa voix contrôlée mais trahissant une certaine nervosité. « Vous devez être June. » Le sang de June se glaça. Comment connaissait-il son nom? Qui étaient ces gens? Elle serra plus fort la main de chaque fille. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » L'homme regarda la femme, qui avait maintenant les larmes aux yeux, puis de nouveau June. « Je m'appelle Silas. Voici ma femme, Marianne. Nous cherchons nos filles depuis longtemps. » Le monde sembla s'arrêter un instant. June eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Leur fille. C'était impossible. Après 6 ans, comment pouvait-il simplement apparaître comme ça, de nulle part? « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Ce sont mes filles. » Marianne fit un pas en avant, les yeux fixés sur les filles qui se cachaient partiellement derrière June. « Mera et Élodie, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Ce sont les noms que vous leur avez donnés ?» Un frisson parcourut l'échine de June. Comment connaissait-il leurs noms? Comment nous avez-vous trouvés? Que voulez-vous? Demanda June, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. Silas regarda autour de lui,
remarquant que la situation commençait à attirer l'attention de quelques voisins curieux qui regardaient depuis leurs fenêtres. Pouvons-nous parler quelque part de plus privé? Nous avons beaucoup à expliquer. June hésita. Son esprit tournait à plein régime. Devait-elle appeler la police? Courir à l'intérieur avec les filles? Mais quelque chose dans les yeux du couple, un mélange de douleur, de regret et d'espoir, la fit s'arrêter. « Maman, qui sont-ils » demanda Élodie en s'agrippant à la jupe de June. « Pourquoi la dame pleure » questionna Mera, toujours observatrice. June prit une profonde inspiration, essayant de trouver un calme qu'elle ne ressentait pas. « Montons » décida-t-elle finalement. Mais juste pour parler. Dans le petit appartement, la tension était palpable. June fit en sorte que les filles commencent à dessiner dans l'unique chambre, laissant la porte entr'ouverte pour les surveiller, tandis qu'elle s'asseyait avec les étrangers dans le minuscule salon. « Expliquez-vous » exigea-t-elle sans offrir d'eau ni de café. Pas de politesse. Silas et Marianne se regardèrent comme pour décider par où commencer. Ce fut Marianne qui parla la première. « Il y a 6 ans, nous avons abandonné nos filles nouveau-nées dans un seau au bord de la rivière, près d'ici. » La déclaration, si directe, frappa June comme une gifle. C'était donc vrai. C'étaient les parents biologiques de ses filles. Ceux qui les avaient laissées pour mortes par une nuit froide. Comment avez-vous pu? Les mots s'échappèrent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les contenir, remplis d'une colère qu'elle ne se connaissait pas. Marianne baissa les yeux tandis que Silas prenait le relais. Nous étions dans une situation désespérée. J'avais perdu mon emploi, nous étions sur le point de perdre notre maison. Marianne a eu une grossesse difficile, des complications à l'accouchement. Nous n'avions aucun moyen de nous occuper d'un bébé, encore moins de 2. Ce n'est pas une excuse pour abandonner des nouveau-nés, rétorqua June en gardant la voix basse pour que les filles n'entendent pas. Nous ne cherchons pas d'excuses, répondit Silas en passant une main dans ses cheveux d'un geste nerveux. C'était la pire erreur de nos vies. Quelque chose qui nous hante chaque jour. J'avais une dépression postpartum, ajouta Marianne, sa voix à peine un murmure. Je ne pouvais même pas les regarder sans pleurer. Nous pensions qu'elles seraient mieux ailleurs. Que quelqu'un les trouverait rapidement. Et si personne ne les avait trouvées, June ne put cacher son indignation. Elles auraient pu mourir dans cette rivière. Nous le savons, dit Silas, la voix lourde de honte. Pas un jour ne passe sans que nous y pensions. À ce qui aurait pu arriver. Comment m'avez-vous trouvé? Demanda June, toujours méfiante. Silas expliqua qu'après que leur situation financière se soit améliorée, il avait trouvé un bon emploi dans une entreprise de technologie, et des années plus tard, en étaient même devenus associés, ils avaient commencé à chercher leur fille. Ils avaient engagé des enquêteurs privés qui, après des années de recherche, avaient finalement trouvé des dossiers de l'assistante sociale qui avaient aidé June avec la situation des filles. Hélène ne révélerait jamais d'informations sur nous, déclara June, certaine de la discrétion de l'assistante sociale qui était devenue une amie au fil des ans. Elle ne l'a pas fait, admit Silas. Mais l'enquêteur a trouvé des registres publics, puis a croisé des informations. Ce furent des années de travail. Et que voulez-vous maintenant? Demanda June directement, la peur lui nouant la gorge. Êtes-vous venu les reprendre? Marianne leva rapidement les yeux, surprise par la question. Non. Bien sûr que non. Nous voulons juste les rencontrer. Savoir si elles vont bien. Faire partie de leur vie, d'une manière ou d'une autre. June étudia le visage de la femme, cherchant des signes de mensonge. Elle n'en trouva aucun. Seulement de la douleur, du regret et un espoir timide. Ce sont mes filles, dit June, chaque mot chargé d'émotion. C'est moi qui les ai sorties de cette rivière, qui ai passé des nuits blanches à m'occuper d'elles, qui leur ai appris à marcher, à parler, à lire. Qui ai séché leurs larmes et célébré leur réussite. Nous le savons, dit doucement Silas. Et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Nous ne voulons pas prendre votre place. Nous voulons juste une chance. Dans la pièce voisine, un rire enfantin se fit entendre, suivi d'un murmure. June jeta un coup d'œil vers le son, voyant les 2 petites têtes identiques jeter un œil par la porte entr'ouverte. Quand elles réalisèrent qu'elles avaient été vues, les filles se cachèrent rapidement en gloussant doucement. Elles sont magnifiques, commenta Marianne, la voix étranglée. Elles semblent heureuses. Elles le sont, répondit June. Malgré tout, ce sont des enfants heureuses. Un lourd silence s'installa dans la petite pièce, chaque adulte perdu dans ses propres pensées, ses propres peurs. Puis-je les voir de plus près? Demanda timidement Marianne. Le cœur de June se serra.
Tous ses instincts criaient de protéger ses filles, de chasser ces étrangers. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Marianne, un plaidoyer silencieux, une douleur profonde qui la toucha. « Les filles » appela June. « Venez ici, s'il vous plaît. » Quelques secondes passèrent avant qu'Élodie et Mera n'entrent timidement dans la pièce, se tenant la main. Elles s'arrêtèrent à côté de June, observant les étrangers avec curiosité et un peu d'appréhension. « Ces gens veulent vous rencontrer » dit June en essayant de garder sa voix calme. « Ils vous ont connu quand vous étiez des bébés. » Les filles regardèrent Silas et Marianne avec curiosité. Mera, toujours la plus directe, demanda « Vous êtes des amis de maman ?» Marianne ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Ce fut Silas qui répondit « Nous aimerions beaucoup être amis avec votre maman, et avec vous aussi. » Élodie, plus sensible aux émotions des autres, demanda doucement « Pourquoi pleures-tu? Tu es triste ?» Marianne essaya de sourire à travers ses larmes. « Non, ma chérie. Parfois, les gens pleurent quand ils sont très heureux. Et je suis très heureuse de vous rencontrer. » Mera fit un pas en avant, analysant attentivement le visage de Marianne. « Tes yeux sont comme les miens, » observa-t-elle en penchant la tête. June sentit un pincement au cœur. C'était vrai. Les grands yeux sombres de Marianne étaient identiques à ceux de Mera et d'Élodie, quelque chose qui l'avait toujours intrigué car ils ne ressemblaient pas aux siens. Silas tendit lentement la main, comme s'il voulait toucher les cheveux de l'une des filles, mais il se retint. Son regard croisa celui de June, demandant silencieusement la permission. June ne savait pas quoi faire. Elle se sentait au bord d'un précipice. Ces étrangers, avec leurs voitures chères et leurs beaux vêtements, pouvaient tout changer. Ils pouvaient lui enlever ce qu'elle aimait le plus au monde. Ils pouvaient détruire la famille qu'elle avait construite avec tant d'amour et de sacrifice. Mais elle voyait aussi dans leurs yeux une douleur authentique, un regret sincère, et surtout, elle voyait chez les filles quelque chose qu'elle ne pouvait nier, les traits, les gestes, l'héritage génétique qui ne venait pas d'elle. « Il se fait tard, dit-elle finalement. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. » Silas hocha la tête, compréhensif. Il se leva et aida Marianne à faire de même. « Pouvons-nous revenir un autre jour ?» demanda-t-il alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Juste pour parler, pour apprendre à les connaître. » June regarda ses filles, qui observaient la scène avec des yeux curieux. Le passé avait finalement frappé à sa porte, menaçant tout ce qu'elle avait construit. Mais fuir n'était pas une option. Ça n'avait jamais été sa façon de gérer les problèmes. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle honnêtement. « J'ai besoin de temps. » Marianne, déjà à la porte, se retourna une dernière fois pour regarder les filles. « Merci, » dit-elle simplement. « Merci de vous être si bien occupé d'elle. » Quand le couple fut parti, June ferma la porte et s'appuya contre elle, sentant ses jambes flageoler. Élodie et Mera s'approchèrent, la regardant avec curiosité. « Qui était-il, maman ?» demanda à nouveau Élodie. June les serra toutes les deux dans ses bras, si fort qu'elle craignait qu'elles ne disparaissent à tout moment. « Ce sont des gens du passé, » répondit-elle vaguement. « J'en parlerai plus tard, d'accord ? Maintenant, si on finissait ce jeu qu'on a commencé ?» Les filles, facilement distraites comme le sont souvent les enfants de 5 ans, retournèrent en courant dans la chambre. June resta là où elle était pendant quelques instants de plus, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Le passé était revenu la hanter, et maintenant, elle devait décider comment protéger son avenir, les deux filles qui étaient toute sa vie. 3 jours s'écoulèrent depuis la rencontre inattendue. June pouvait à peine dormir, se tournant et se retournant dans le lit étroit qu'elle partageait avec les filles. Pendant la journée, elle travaillait machinalement, son esprit revenant sans cesse à ce couple élégant et à leur regard plein de regrets. La 4e nuit, le téléphone sonna, un luxe rare que June n'avait réussi à installer que l'année précédente pour les urgences. « Allô » répondit-elle, appréhendant. « June, c'est Silas. » La voix à l'autre bout du fil semblait hésitante. « J'espère que je ne vous dérange pas. » June regarda les filles qui jouaient sur le tapis usé du salon. Elle s'éloigna un peu, baissant la voix. « Que voulez-vous ? Nous aimerions leur rendre visite demain. Juste pour parler, pour apprendre à connaître les filles. Si vous nous le permettez, bien sûr. » June ferma les yeux. Une partie d'elle voulait refuser, dire à l'homme de ne plus jamais appeler, de protéger sa famille de toute menace extérieure. Mais une autre partie, celle qui essayait toujours de faire ce qui était juste, même quand ça faisait mal, savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer l'existence du couple. « À 4 heures de l'après-midi, répondit-elle finalement. « Après mon retour du travail.
1 heure, pas plus. Quand elle raccrocha, Élodie s'approcha, curieuse. « C'était qui, maman ?» June s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Tu te souviens des gens qui sont venus nous rendre visite l'autre jour? Ils reviennent demain. »« Pourquoi ?» demanda Mera en fronçant les sourcils. « Ils veulent mieux vous connaître. » Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent avoir. « Ils sont méchants ?» demanda Élodie, toujours inquiète. June hésita. Comment expliquer quelque chose de si complexe à des enfants de 5 ans? Non, ma chérie. Ce ne sont pas des gens méchants. Juste des gens qui ont fait des erreurs, comme nous tous. Quelles erreurs? Insista Mera. June prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si tôt. On en parlera demain, d'accord? Après leur départ. Le lendemain, à 4 heures précises, un léger coup fut frappé à la porte. June ouvrit et trouva Silas et Marianne dans le couloir. Ils tenaient un grand sac, elle un bouquet de fleurs simples. « Merci de nous recevoir », dit Marianne en tendant les fleurs. June accepta le geste, ne sachant comment réagir. Elle leur fit signe d'entrer, remarquant à quel point le couple semblait déplacé dans le petit appartement. Élodie et Mera étaient assises à la table de la cuisine, coloriant sur du papier de récupération que June ramenait du travail. Elles levèrent les yeux à l'arrivée des visiteurs mais ne coururent pas se cacher comme la première fois. « Bonjour les filles », les salua Silas avec un sourire nerveux. « Nous vous avons apporté quelques petites choses. » Du sac, il sortit 3 livres pour enfants neufs aux couvertures colorées et brillantes, une boîte de peinture avec des couleurs que les filles n'avaient jamais vues, et un jeu de société encore emballé dans du plastique. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent à la vue des cadeaux. June sentit un pincement au cœur. Elle n'avait jamais pu leur offrir des choses si neuves, si belles. « Qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit des cadeaux ?» leur rappela-t-elle, essayant de maintenir la normalité. « Merci », répondirent-elles à l'unisson, admirant toujours les objets sur la table. « On peut voir les livres ?» demanda timidement Élodie. « Bien sûr », répondit Marianne en s'approchant lentement. Celui-ci raconte l'histoire de 2 sœurs qui trouvent une forêt magique. Bientôt, les filles feuilletaient les livres, enchantées par les illustrations. Silas s'assit à proximité, les observant avec un regard qui mêlait fascination et douleur. June restait debout, telle une sentinelle, prête à intervenir au moindre signe de malaise. « Tu peux me lire ?» demanda Mera à Marianne en pointant un mot dans le livre. « Oui, je peux », répondit-elle doucement. « Tu veux que je te lise ?» Mera hocha la tête et Marianne commença à lire l'histoire à voix haute. Sa voix était mélodieuse, pleine d'inflexions qui captivaient l'attention des filles. June observait, partagée entre la jalousie et l'admiration pour la manière dont Marianne interagissait avec ses filles. Silas en profita pour s'approcher de June. « Elles sont incroyables », commenta-t-il à voix basse. « Vous avez fait un travail formidable. »« J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait », répondit June, toujours sur la défensive. « Non, June. Tout le monde n'aurait pas eu le courage de faire ce que vous avez fait. Accueillir 2 enfants inconnus et leur donner tant d'amour. » June ne répondit pas. Ses mots semblaient sincères, mais elle ne se fiait toujours pas entièrement à ses intentions. « Comment votre vie s'est-elle améliorée ?» demanda-t-elle directement. « Vous avez mentionné que vous étiez en difficulté quand vous avez abandonné les filles. » Silas soupira, son regard momentanément perdu dans des souvenirs douloureux. « J'ai travaillé dans une entreprise de technologie qui a fait faillite. Après des mois de chômage, j'ai trouvé un emploi de base dans une autre entreprise du secteur. C'était le salaire minimum, mais je l'ai pris. J'ai travaillé dur, fait des heures supplémentaires, appris de nouvelles compétences. Avec le temps, j'ai été promu. Il y a 3 ans, je suis devenu associé junior. » June absorba l'information en silence. C'était une histoire de dépassement de soi, mais qui n'effaçait pas l'abandon. « Et pourquoi n'avez-vous commencé à chercher les filles que maintenant, après 6 ans ?»« Nous avons essayé avant, » répondit Silas avec un regard sincère. « Nous avons commencé à chercher quand notre situation s'est améliorée, il y a environ 4 ans. Mais nous n'avions aucune piste. Nous ne savions pas si quelqu'un avait trouvé les bébés, si elles étaient en vie. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Nous avons engagé des enquêteurs, mais sans succès. Jusqu'à ce que l'un d'eux trouve des traces de 2 jumelles adoptées de manière informelle dans la région, près de la rivière. Il a fallu des années de travail pour arriver jusqu'à vous. » June regarda les filles, maintenant complètement absorbées par l'histoire que lisait Marianne. Mera s'était déjà rapprochée,
touchant presque le bras de la femme pour mieux voir les illustrations. « Que voulez-vous vraiment » demanda-t-elle finalement, regardant Silas dans les yeux. « Nous voulons juste faire partie de leur vie, d'une manière ou d'une autre, répondit-il. Nous n'avons pas l'intention de vous les enlever, June. Nous savons que vous êtes leur mère, de toutes les manières qui comptent. » L'heure passa vite. Quand June annonça qu'il était temps pour eux de partir, les filles parurent sincèrement déçues. « Vous revenez » demanda Élodie. « Si votre mère le permet, répondit Silas en regardant June. Après leur départ, June s'assit avec les filles. Il était temps d'expliquer, du mieux qu'elle pouvait, qui étaient ces gens. « Mes chéris, vous vous souvenez que je vous ai toujours raconté que je vous avais trouvé quand vous étiez de tout petits bébés dans la rivière, à l'intérieur d'un seau ?» Elles hochèrent la tête. C'était une histoire qu'elles connaissaient bien, leur histoire d'origine, racontée comme un conte de fées où June était l'héroïne qui les avait sauvés. Eh bien, avant d'être dans ce seau, vous étiez dans le ventre d'une femme. Cette femme, c'est Marianne. Leurs petits visages se plissèrent de confusion. « Comme dans un ventre ?» demanda Mera. June expliqua aussi simplement que possible comment les bébés grandissent dans le ventre des mères avant de naître. Les filles écoutaient, fascinées et confuses à la fois. « Alors, Marianne est aussi notre mère ?» demanda Élodie en essayant de comprendre. « C'est la mère qui vous a donné naissance », expliqua June en choisissant ses mots avec soin. « Je suis la mère qui s'est occupée de vous depuis que vous êtes des bébés. » « Et l'homme » demanda Mera. « Silas. Il a aidé à vous mettre au monde. Lui et Marianne sont mariés. »« Pourquoi nous ont-ils laissés dans la rivière ?» La question directe de Mera frappa June comme une flèche. « Ils traversaient une période très difficile, » répondit-elle, sentant qu'elle devait aux filles une certaine honnêteté, tout en les protégeant de toute la vérité. « Ils ne pouvaient pas s'occuper de vous à l'époque. Ils ont fait un très mauvais choix, mais il semble qu'ils le regrettent maintenant. Ils sont gentils, » commenta Élodie. Ils ont apporté de jolis livres. Oui, ils le sont, acquiesça June en ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. Dans les semaines qui suivirent, les visites continuèrent, 2 fois par semaine. Silas et Marianne se présentaient, apportant toujours de petits cadeaux, rien d'extravagant après le premier jour, respectant les limites que June avait fixées. Parfois, c'était juste des biscuits faits maison par Marianne, d'autres fois, du matériel d'art pour Élodie ou de petits jouets éducatifs. Les filles, d'abord méfiantes, s'ouvrirent progressivement. Leur curiosité naturelle l'emporta sur leur méfiance. June observait ce rapprochement grandissant avec des sentiments contradictoires, heureuse de voir ses filles tisser de nouveaux liens, terrifiée à l'idée de les perdre au profit de personnes qui pouvaient leur offrir tellement plus qu'elles. Un mois après la première visite, lors d'un après-midi où elles exploraient les peintures qu'elles avaient reçues, quelque chose de significatif se produisit. Marianne montrait à Élodie comment mélanger les couleurs pour créer de nouvelles teintes, tandis que Silas aidait Mera à construire une petite maison avec des blocs de bois. June s'était éclipsée pour préparer une collation simple dans la cuisine. À son retour, elle trouva Mera assise spontanément à côté de Marianne, peignant avec concentration. La fillette, toujours la plus indépendante et la plus prudente avec les étrangers, avait changé de place de sa propre initiative, se rapprochant de la femme. June s'arrêta à la porte, observant comment Mera tendait le cou pour mieux voir ce que faisait Marianne, comment elle imitait ses gestes en mélangeant les peintures. C'était une scène simple, mais lourde de sens. Une petite ouverture. Une confiance naissante. June sentit son cœur se serrer, mais elle n'interrompit pas le moment. À la fin de cette visite, Silas fit une demande que June redoutait. « Nous aimerions emmener les filles en sortie samedi prochain, » dit-il. « Au parc d'attractions qui a ouvert dans la ville voisine. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » June hésita. Ce serait la première fois que les filles sortiraient seules avec eux. « J'irai avec vous, » déclara-t-elle, non pas comme une question, mais comme une condition. « Bien sûr, » répondit rapidement Silas. Nous n'attendrions rien d'autre. Mais le samedi matin, quand Silas appela pour confirmer, June avait une forte fièvre. Une mauvaise grippe l'avait terrassée pendant la nuit. « Nous pouvons reporter ?» proposa Silas au téléphone. June pouvait entendre la déception dans sa voix, et elle savait que les filles seraient aussi déçues. Elle parlait de la sortie toute la semaine. « Non » décida-t-elle après quelques instants d'hésitation. « Vous pouvez y aller. Mais ramenez-les avant la nuit. »« Vous êtes sûr ?»« J'en suis sûre, » répondit-elle, se surprenant elle-même de sa décision. « Elles sont excitées, et je vous fais confiance pour bien vous occuper d'elles. » C'était la première fois qu'elle l'admettait.
Qu'elle leur faisait confiance, même si ce n'était qu'un peu. La journée passa lentement pour June, allongée dans son lit avec la fièvre, imaginant ce que faisaient les filles. Quand elle entendit enfin la voiture s'arrêter devant l'immeuble, c'était la fin de l'après-midi. Elle se leva, encore faible, et alla à la fenêtre. Elle vit Silas aider les filles à sortir de la voiture. Toutes deux portaient des ballons colorés et de petits animaux en peluche. Leurs visages brillaient de joie. Marianne les suivait, portant un sac qui semblait contenir d'autres souvenirs du voyage. Ils formaient tous les quatre une image presque parfaite d'une famille heureuse. June sentit une douleur qui n'avait rien à voir avec sa fièvre. Quand ils entrèrent dans l'appartement, les filles coururent vers elle, parlant en même temps, impatientes de partager chaque détail de leur aventure. « Maman, c'était incroyable. On a fait de la grande roue. J'ai gagné cette licorne à un jeu d'anneaux. On a mangé de la barbe à papa bleu. Silas m'a emmené 2 fois sur les petites montagnes russes. » June sourit, absorbant leur bonheur, essayant d'ignorer le pincement de jalousie en entendant le nom de Silas prononcé avec une telle familiarité. « Je suis contente que vous vous soyez amusés, mes amours, dit-elle en leur embrassant le front. Maintenant, pourquoi n'iriez-vous pas ranger vos nouveaux jouets pendant que je parle à Silas et Marianne? Quand les filles furent parties, June se tourna vers le couple. « Merci de vous être bien occupé d'elle. »« C'était un plaisir, » répondit Marianne en souriant. « Ce sont des enfants merveilleuses, si curieuses et polies. »« Comment vous sentez-vous » demanda Silas, remarquant la pâleur de June. « Mieux, mentit-elle. La fièvre est tombée. Nous avons apporté des médicaments, dit Marianne en sortant une boîte de son sac. Et aussi de la soupe. C'est dans un thermos, ça devrait encore être chaud. June accepta, surprise par le geste attentionné. Juste à ce moment-là, Élodie et Méra revinrent en courant. « On va tout raconter à maman June », s'exclama Élodie en sautant d'excitation. « Tout ce qu'on a fait aujourd'hui. » Le commentaire, si innocent, tomba comme une bombe silencieuse dans la pièce. June vit l'impact sur les expressions de Silas et Marianne. Un rappel douloureux que, malgré leur rapprochement croissant, ils étaient encore des étrangers pour les filles. Ils n'étaient pas papa et maman. Ils étaient juste Silas et Marianne, des gens gentils qui les emmenaient en sortie. Marianne essaya de le cacher, mais ses yeux se remplirent de larmes. Silas passa son bras autour de ses épaules dans un geste protecteur. « Bien sûr, racontez-lui tout, » dit-il en forçant un sourire. « Votre mère doit tout savoir de vos aventures. » Les filles se lancèrent dans un récit enthousiaste et décousu, sautant d'une attraction à l'autre, s'interrompant mutuellement. June les écoutait, mais ses yeux se tournaient de temps en temps vers le couple. Elle voyait en eux un mélange de joie pour la journée partagée et de tristesse pour la distance qui existait encore. Quand ils dirent enfin au revoir, il faisait déjà nuit. Les filles, épuisées par l'excitation de la journée, s'endormirent rapidement. June resta éveillée, rejouant mentalement les événements des dernières semaines. La présence de Silas et Marianne avait apporté des changements, certains bons, comme les sourires plus fréquents des filles, l'éclat dans leurs yeux en découvrant de nouvelles choses. Mais elle avait aussi apporté des insécurités, des doutes sur l'avenir, la peur de perdre ce qu'elle aimait le plus. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Silas et Marianne étaient également allongés, éveillés, dans le lit king size de leur confortable maison. « Elles nous ont appelés par nos prénoms tout le temps, » dit enfin Marianne, brisant le silence. « Silas, regarde ça. »« Marianne, je peux en avoir plus ?»« C'est naturel, » répondit Silas en lui prenant la main. « Nous sommes encore nouveaux dans leur vie. Il faut être patient. Et si elles ne nous voient jamais comme des parents? Et si nous ne sommes toujours que des visiteurs ?» Silas n'avait pas de réponse à cela. Il savait qu'ils avaient commis une terrible erreur, une erreur qui ne pourrait peut-être jamais être entièrement réparée. June avait été la constante dans la vie des filles, le roc sûr, l'amour inconditionnel. Ils n'étaient que des silhouettes apparues de nulle part, essayant de construire des ponts sur un gouffre qu'ils avaient eux-mêmes créé. « Un jour à la fois, » dit-il finalement. « C'est tout ce que nous pouvons faire. » Marianne hocha la tête, essuyant une larme silencieuse. Les souvenirs de cette journée, les sourires des filles, leurs petites mains tenant les leurs sur la grande roue, la confiance croissante dans leurs yeux, étaient trop précieux pour être éclipsés par la douleur d'un titre qu'ils ne recevraient peut-être jamais. « Un jour à la fois », répéta-t-elle, comme une promesse. Il était tard dans l'après-midi quand le téléphone sonna. June finissait de préparer le dîner pendant que les filles dessinaient à la table de la cuisine. Ses doigts sentaient encore l'ail quand elle répondit. « Allô June.
La voix de Silas était différente, fatiguée, inquiète. « Désolé de vous appeler comme ça, mais… » Il s'arrêta, comme s'il cherchait ses mots. « Il y a un problème ?» demanda June, sentant un pincement d'inquiétude. « C'est Marianne, répondit-il enfin. Elle est malade. » June attendit qu'il continue, serrant plus fort le téléphone. « Une pneumonie. Ça a commencé comme un simple rhume il y a 2 semaines, mais ça s'est aggravé. Elle est à l'hôpital depuis hier. »« Je suis vraiment désolé, » dit June sincèrement. Malgré toutes les complications que le couple avait apportées dans sa vie, elle ne leur souhaitait aucun mal. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir, mais ça prendra du temps. Le problème, c'est que… Silas hésita de nouveau, elle n'arrête pas de demander les filles. Elle est très abattue, et je pense que les voir pourrait l'aider à se rétablir. June ferma les yeux. Au cours des derniers mois, elle avait établi une routine confortable avec Silas et Marianne. Des visites 2 fois par semaine, toujours dans son appartement, toujours sous sa surveillance. Une sortie occasionnelle le dimanche, quand June pouvait les accompagner. Des limites claires, des règles tacites mais respectées. Une visite à l'hôpital serait une déviation de ces règles. Je comprends que c'est une demande difficile, continua Silas, interprétant le silence de June. Mais cela signifierait tellement pour elle. June regarda les filles, concentrées sur leur dessin. Ces derniers mois, elles avaient noué un lien sincère avec le couple. Elle parlait d'eux pendant la semaine, demandait quand ils reviendraient et montrait de l'enthousiasme pour chaque visite. Elle ne les appelait toujours pas papa et maman, et June en remerciait secrètement Dieu, mais elle les avait acceptés dans leur vie. « Je vais demander aux filles, » dit-elle finalement. « Si elles veulent y aller, je ne les en empêcherai pas. »« Merci, June », la voix de Silas tremblait légèrement. « Vraiment, merci. » Après avoir raccroché, June s'assit avec Élodie et Mera. Elle expliqua aussi simplement que possible que Marianne était malade et à l'hôpital. « Comment ça, malade ?» demanda Élodie en fronçant les sourcils d'inquiétude. « Elle a une infection dans les poumons. C'est comme une très mauvaise grippe, » expliqua June. « Elle prend des médicaments et va guérir, mais elle se sent triste et aimerait vous voir. »« Les hôpitaux, ça fait peur, » commenta Mera en se mordant la lèvre. « Je sais, ma chérie. Mais parfois, il faut être courageux pour aider les gens qui nous sont chers. » Les filles restèrent silencieuses un instant, digérant l'information. Ce fut Élodie, habituellement la plus prudente, qui parla la première. « Je veux voir Marianne. Elle doit se sentir seule. » Mera hocha la tête en accord. « On peut faire des dessins pour lui faire plaisir, » ajouta-t-elle. June ressentit un mélange de fierté et de nostalgie. Ses filles grandissaient, développaient de l'empathie, se souciaient des autres. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu pour elle, même si la situation était compliquée. « Je vais appeler Silas et lui dire que vous voulez y aller, » dit-elle en embrassant chacune sur le front. « Maintenant, finissons le dîner. » Le lendemain matin, Silas vint les chercher. Il avait l'air épuisé, avec de profonds cernes sous les yeux, mais il sourit en voyant les filles avec des dessins colorés à la main. « On a fait des cartes de bon rétablissement pour Marianne, » expliqua Mera en montrant la sienne. Un arc-en-ciel vif couvrait presque toute la page. « Elle va adorer, » répondit Silas, la voix épaisse d'émotion. June avait décidé de les accompagner. Autant elle faisait confiance à Silas, autant elle ne se sentait pas à l'aise de laisser les filles aller seules à l'hôpital. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. À l'hôpital, l'odeur de désinfectant et l'environnement stérile rendirent les filles plus silencieuses que d'habitude. Elles serraient fort les mains de June en marchant dans le couloir blanc. Silas leur montra le chemin, les guidant vers la chambre privée. « J'ai préparé Marianne à la visite, » dit-il avant qu'il n'entre. « Elle est plus mince et plus pâle, mais ne vous inquiétez pas. Elle va mieux. » June hocha légèrement la tête, serrant les mains de ses filles en signe de réconfort. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent Marianne allongée dans le lit d'hôpital. Silas n'avait pas exagéré. Elle semblait avoir perdu plusieurs kilos en peu de temps. Sa peau naturellement claire était presque translucide. Un masque à oxygène reposait à côté du lit, apparemment utilisé seulement en cas de besoin. Mais ses yeux, les mêmes yeux sombres dont Élodie et Mera avaient hérité, s'illuminèrent en voyant les filles. Un sourire faible mais sincère apparut sur ses lèvres. « Vous êtes venus, » dit-elle d'une voix rauque, tendant une main tremblante. Les filles hésitèrent un instant, intimidées par l'environnement et l'apparence fragile de Marianne. June leur donna une petite tape douce dans le dos, les encourageant. « On t'a fait des dessins, » dit Élodie, la première à s'approcher.
Elle lui tendit sa carte où elle avait dessiné des fleurs colorées autour des mots « Bon rétablissement » écrits de sa main d'enfant. « C'est magnifique », répondit Marianne, ses yeux déjà brillants de larmes non versées. « Merci, ma chérie. » Ce fut au tour de Mera de montrer son arc-en-ciel. « J'ai mis toutes les couleurs parce que tu aimes peindre avec nous », expliqua-t-elle. Marianne prit les 2 dessins et les pressa contre sa poitrine, comme s'ils étaient des trésors précieux. « Ce sont les plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus, » dit-elle, incapable de retenir une larme qui glissa sur sa joue pâle. Silas s'approcha, plaçant une chaise à côté du lit pour que les filles s'assoient. June se tenait un peu en retrait, leur laissant de l'espace pour le moment, mais toujours vigilante. Pendant la demi-heure suivante, les filles racontèrent à Marianne leur journée, les dessins qu'elles avaient faits, le nouveau livre que June leur lisait avant de dormir. Elles parlaient avec enthousiasme, comme pour remplir la chambre stérile de couleurs et de vie. Marianne écoutait tout avec un sourire aux lèvres, posant de temps en temps une question ou faisant un commentaire. Malgré sa faiblesse évidente, ses yeux restaient alertes, absorbant chaque mot, chaque geste des filles. « Tu vas guérir bientôt » demanda Mera après un moment de silence. « Oui » répondit Marianne en tendant la main pour toucher légèrement les cheveux de la fillette. « Surtout maintenant que j'ai eu votre visite. Ça m'a donné la force de guérir vite. » June remarqua que les filles commençaient à s'agiter. Il était difficile pour des enfants de 5 ans de rester tranquilles longtemps dans un environnement aussi restrictif. « Je pense qu'il est temps pour nous de partir », dit-elle doucement. « Marianne a besoin de se reposer. » Les filles hochèrent la tête, compréhensives. Elles dirent au revoir avec des baisers timides sur les joues de Marianne, qui les serra dans ses bras aussi longtemps que ses forces le lui permirent. « Merci d'être venue », dit-elle en regardant non seulement les filles mais aussi June. « Cela a tellement compté pour moi. » June hocha simplement la tête, se sentant étrangement touchée par la sincérité des paroles de Marianne. Silas les raccompagna à la voiture, aida à installer les filles et promit de revenir bientôt les chercher pour une autre sortie, dès que Marianne irait mieux. Les jumelles firent un signe de la main enthousiaste alors que la voiture s'éloignait. « Il avait l'air triste », commenta Élodie, toujours perspicace. « C'est difficile quand quelqu'un qu'on aime est malade », répondit June en regardant dans le rétroviseur. « Mais vous avez beaucoup aidé aujourd'hui. Je suis sûr que Marianne était très heureuse de votre visite. » Quand Silas retourna à l'hôpital, il trouva Marianne tenant toujours les dessins. Son visage était strié de larmes, mais il y avait un calme différent dans son expression. « Elles sont merveilleuses », dit-elle alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Si douces, si parfaites. » Silas lui prit la main, acquiesçant silencieusement. « Tu penses qu'elles m'appelleront un jour maman ?» demanda Marianne, sa voix presque un murmure. « Si je pouvais remonter le temps, je ne les aurais pas abandonnées. C'était la plus grande erreur de ma vie. » Les larmes revinrent, plus intenses maintenant. Silas les essuya doucement avec son pouce. « Sois patiente, dit-il, sa voix douce mais ferme. C'est un début. Elles sont venues aujourd'hui. Elles étaient heureuses de te voir. Le reste viendra avec le temps. » Marianne hocha la tête, fermant les yeux un instant. Le poids du regret, 6 années de culpabilité et de recherche, semblait plus léger à cet instant. Il n'avait pas disparu, et peut-être ne disparaîtrait-il jamais complètement, mais la visite des filles, leur sourire sincère, leur dessin fait spécialement pour elles, étaient de petits pas vers la guérison. « Tu as raison », acquiesça-t-elle en serrant la main de Silas. « Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais l'avenir est encore en train de s'écrire. » Marianne regarda à nouveau les dessins sur ses genoux, de petites œuvres d'art créées par des mains qu'elle avait aidé à mettre au monde mais qu'elle n'avait pas aidé à élever. Des mains qui, malgré tout, lui avaient offert un cadeau. Pas seulement les cartes colorées, mais quelque chose de bien plus précieux, une seconde chance. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite à l'hôpital. Marianne se rétablissait à la maison, encore faible mais s'améliorant chaque jour. Les visites continuaient, maintenant chez Silas et Marianne, une résidence spacieuse dans un quartier bordé d'arbres qui faisait paraître le petit appartement de June encore plus exigu en comparaison. June permettait aux filles d'y aller le dimanche, toujours en sa présence. Elle observait avec des sentiments contradictoires Élodie et Mera explorer les grandes pièces, le jardin avec des balançoires, le salon rempli de livres. Elle voyait l'éclat dans leurs yeux à chaque nouvelle découverte, chaque nouveau jouet, chaque nouvelle expérience qu'elle ne pourrait jamais leur offrir. Ce dimanche particulier, l'atmosphère semblait différente. Marianne était plus silencieuse que d'habitude, jetant des regards nerveux à Silas de temps en temps. Lui aussi semblait tendu, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Après le déjeuner,
alors que les filles allaient jouer dans le jardin, Silas s'approcha de June. « Pouvons-nous parler en privé ?» June sentit une oppression dans sa poitrine. Depuis des mois, elle redoutait ce moment, ne sachant pas exactement ce que ce serait, seulement certaine qu'il viendrait. « Bien sûr, » répondit-elle en gardant sa voix stable. Ils allèrent dans le bureau de Silas, une pièce élégante avec des bibliothèques du sol au plafond et un grand bureau en bois sombre. Marianne attendait déjà là, assise dans un fauteuil en cuir, ses mains agitées sur ses genoux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Silas en indiquant un autre fauteuil. June resta debout. « Je préférerais que vous soyez direct, » dit-elle en croisant les bras, comme pour se protéger de ce qui allait arriver. Silas et Marianne échangèrent un regard. Ce fut lui qui parla. « June, au cours de ces mois, nous avons vu à quel point vous aimez les filles et à quel point vous vous en êtes bien occupé pendant toutes ces années. Notre gratitude est éternelle. » Mais, l'incita June, sentant le sang battre à ses tempes. « Mais nous avons aussi réalisé qu'elle pourrait avoir plus d'opportunités, » continua Silas. « De meilleures écoles, des activités extrascolaires, des voyages, une chambre à elle. Elles n'ont pas besoin de luxe pour être heureuses, » l'interrompit June, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Il ne s'agit pas seulement de luxe, » intervint doucement Marianne. « Il s'agit d'opportunités, de leur avenir. » Nous avons décidé de demander la garde, dit finalement Silas, les mots tombant comme des pierres dans le silence de la pièce. June eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Même si elle avait anticipé ce moment, rien ne l'avait préparée à la douleur aiguë qu'elle ressentit. « Vous aviez promis, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous aviez promis que vous n'essaieriez pas de me les enlever. »« Nous ne voulons pas les enlever complètement, » expliqua rapidement Marianne. « Nous pensons à une garde partagée. Vous continueriez à faire partie de leur vie. » Une partie, June sentit son contrôle lui échapper. « Je suis leur mère. C'est moi qui étais là quand elles avaient de la fièvre, quand elles ont appris à marcher, quand elles faisaient des cauchemars. C'est moi qui ai travaillé 2 emplois pour les nourrir. Et nous apprécions cela, » dit Silas en gardant sa voix calme. « Mais nous sommes les parents biologiques. Nous avons des droits légaux, plus important encore, nous avons les moyens de leur offrir un avenir que vous ne pouvez pas leur assurer seul. » June sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. « Vous les avez abandonnées, » dit-elle entre ses dents serrées. « Vous les avez laissées pour mortes dans cette rivière. Quel genre de droit cela vous donne-t-il » Marianne baissa les yeux, son visage contracté par une expression de douleur. « Nous avons commis une terrible erreur, » admit Silas. « Et nous avons passé 6 ans à le regretter, à chercher un moyen de réparer. C'est notre chance, June. Notre chance de faire ce qui est juste pour les filles. » Ce qui est juste, June laissa échapper un rire amer. Ce qui serait juste, ce serait de les laisser avec la seule mère qu'elles aient jamais connue, dans la seule maison qu'elles considèrent comme leur foyer. June, Marianne se leva, s'approchant prudemment. « Nous ne voulons pas être vos ennemis. Nous voulons travailler ensemble pour le bien des filles. Si vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour elles, vous ne feriez pas ça. » June savait qu'elle perdait le contrôle, que ses émotions étaient à vif, mais elle ne pouvait s'en empêcher. La peur qu'elle avait réprimée pendant des mois débordait enfin. « Nous avons déjà engagé un avocat, » dit Silas, sa voix ferme mais pas cruelle. « L'audience préliminaire est fixée à la semaine prochaine. Il vaudrait mieux que nous parvenions à un accord avant. » « Un accord ?» June secoua la tête, incrédule. « Il n'y a pas d'accord possible quand il s'agit de mes filles. » « June, s'il vous plaît, » insista Marianne. « Pensez aux filles. Une bataille judiciaire sera douloureuse pour tout le monde, surtout pour elles. » Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit. Élodie et Mera jetaient un œil, leurs yeux écarquillés, effrayés par les voix élevées. « Maman » appela Élodie, sa petite voix tremblante. « Tout va bien ?» June prit une profonde inspiration, se forçant à retrouver son calme. Les filles ne devaient pas assister à cela, ne devaient pas sentir le poids de ce conflit. « Tout va bien, ma chérie » répondit-elle en forçant un sourire. « Nous finissons juste notre conversation. »« Pourquoi criais-tu » demanda Mera, toujours directe. « Je ne criais pas, mon cœur. Je parlais juste un peu plus fort. » Silas s'approcha des filles, s'agenouillant pour être à leur niveau. « Ta maman et nous parlions de choses de grands. Parfois, les grands s'emportent un peu quand ils parlent, » expliqua-t-il doucement. Les filles ne semblaient pas convaincues. Leurs petits yeux passaient de June à Silas et Marianne, sentant la tension dans l'air. « Je pense qu'il est temps pour nous de rentrer à la maison, »
dit June en se dirigeant vers ses filles et en leur prenant la main. Allez chercher vos manteaux. Mais on n'a pas encore joué sur la nouvelle balançoire, protesta Mera. Un autre jour, répondit fermement June. Nous devons y aller aujourd'hui. Alors qu'elle aidait les filles à s'habiller, June évitait de regarder Silas et Marianne. Elle se sentait trahie, trompée. Pendant des mois, ils avaient construit une relation basée sur ce qu'elle croyait être un respect mutuel, pour découvrir qu'ils planifiaient cela depuis le début. Nous en reparlerons plus tard, dit Silas alors qu'ils étaient à la porte, calmement. Il y a beaucoup à considérer. June hocha simplement la tête, raidement, incapable de faire confiance à sa voix pour répondre. Sur le chemin du retour, les filles étaient inhabituellement silencieuses, sentant le changement d'humeur de leur mère. June essayait de cacher son angoisse, mais ses pensées étaient en plein tumulte. Comment pourrait-elle se battre contre eux? Elle n'avait pas d'argent pour des avocats. Elle n'avait pas de grande maison, ni ne pouvait leur offrir des écoles privées. Que avait-elle à offrir, à part de l'amour? Maman, pourquoi étais-tu fâchée contre Silas et Marianne? Demanda finalement Élodie, brisant le silence tendu. June prit une profonde inspiration. Je n'étais pas fâchée, ma chérie. Nous n'étions simplement pas d'accord sur certaines choses. Quelles choses? Insista Mera. Des choses de grand, répondit June, répétant l'explication évasive de Silas. Rien dont vous ayez à vous inquiéter. Mais les filles étaient trop perspicaces pour être si facilement dupées. Elles sentaient le changement, le poids invisible qui pesait maintenant sur elles. Le reste de la journée, June essaya de maintenir la normalité. Elle cuisina le dîner préféré des filles, lut des histoires et organisa une petite session de peinture à la table de la cuisine. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux, et son esprit revenait sans cesse à la conversation dans le bureau de Silas. Quand elle coucha enfin les filles, June resta assise à côté du lit, observant leurs visages endormis. La faible lumière de la lampe jetait des ombres douces sur leurs traits identiques, si petits, si innocents, inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux. June tendit la main, touchant légèrement les cheveux sombres d'Élodie, puis ceux de Mera. Elle mémorisa chaque détail, chaque courbe de leur visage, comme pour graver l'image dans son âme. Comme si cela pouvait être la dernière nuit où elle les verrait ainsi, sous son toit, dans son lit. Les larmes qu'elle avait retenues tout l'après-midi vinrent enfin, silencieuses, coulant sur son visage. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber, témoin de sa douleur, de sa peur, de son amour farouchement protecteur. Et elle resta ainsi, veillant sur le sommeil de ses filles, jusqu'aux premières heures du matin, quand l'épuisement l'emporta enfin. Elle s'endormit là, assise, une main reposant toujours protectricement sur la couverture qui couvrait ses filles. Le lendemain, elle avait une décision à prendre. Et pour la première fois en 6 ans, elle ne savait pas si elle serait assez forte pour protéger ce qu'elle aimait le plus au monde. Le bâtiment du tribunal de la famille était intimidant, de longs couloirs, des portes lourdes, des voix étouffées discutant de destin. June serrait son dossier en plastique contre sa poitrine comme un bouclier. À l'intérieur, 6 années de souvenirs organisés à la hâte, photos, dessins, petits cahiers avec des notes de progrès et des moments spéciaux. Hélène, l'assistante sociale qui l'avait aidée à légaliser la situation des filles des années auparavant, était à ses côtés. Elle n'était pas avocate, mais elle connaissait bien le système et avait offert de la soutenir. « Prends une profonde inspiration », lui conseilla-t-elle en posant une main sur l'épaule de June. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Sois honnête, montre ton amour pour les filles, mais n'attaque pas Silas et Marianne. Cela ne fera que nuire à ta cause. » June hocha la tête, incapable de parler. Ces derniers jours, elle avait oscillé entre la colère, la peur et une détermination féroce. Maintenant, debout dans ce couloir froid, elle se sentait petite, fragile, inadéquate. Élodie et Mera se trouvaient dans une pièce spéciale avec une psychologue du tribunal. June leur avait expliqué aussi doucement que possible qu'un juge parlerait à tout le monde pour décider de ce que serait leur vie à partir de maintenant. Les filles semblaient confuses, mais pas effrayées. Elles étaient encore trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui était en jeu. De l'autre côté du couloir, Silas et Marianne parlaient à voix basse avec leur avocat, un homme d'âge mûr en costume impeccable avec une mallette en cuir qui semblait coûter plus qu'1 mois de loyer de June. Ils évitaient de regarder dans sa direction, peut-être par culpabilité, peut-être par stratégie. Affaire numéro 47293, garde des mineurs Élodie et Mera Thompson, annonça un officier en ouvrant la porte de la salle d'audience. Le juge Fleming était un homme d'environ 60 ans, aux cheveux gris et aux yeux perçants derrière des lunettes à monture fine.
Son visage avait des rides d'expression qui suggéraient à la fois la sévérité et la compassion, quelqu'un qui avait tout vu dans sa carrière mais qui s'en souciait encore. Ceci est une audience préliminaire pour déterminer les modalités de garde, commença-t-il après les présentations formelles. Je comprends que nous avons une situation assez inhabituelle ici. L'avocat de Silas et Marianne parla le premier, présentant le cas avec une éloquence professionnelle. Il expliqua comment le couple avait commis une terrible erreur de jugement dans un moment de désespoir extrême, comment ils avaient passé des années à chercher leur fille et comment ils avaient maintenant les moyens d'offrir un foyer stable, une éducation de qualité et une sécurité financière. Mes clients reconnaissent et valorisent le rôle que Madame Thompson a joué dans la vie des filles, conclut-il, mais en tant que parents biologiques, ils exercent leur droit légal de demander la garde, en offrant de la partager d'une manière qui serve au mieux l'intérêt des enfants. Quand ce fut son tour, June sentit sa gorge se sécher. Hélène lui donna un léger coup de coude encourageant. « Votre honneur » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'attendait. « Je n'ai pas préparé de discours sophistiqué. J'ai juste apporté la vérité. » Elle ouvrit le dossier et sortit une photo froissée, la première qu'elle avait prise des filles quelques semaines après les avoir trouvées. « C'était le début de notre famille », dit-elle en tendant la photo au juge. 2 bébés abandonnés et une femme seule apprenant à être mère du jour au lendemain. Ensuite, elle sortit un petit chausson en tissu. J'ai fait ce petit chausson pour Élodie quand elle a commencé à faire ses premiers pas. Je n'avais pas d'argent pour acheter de nouvelles chaussures tous les 2 mois, alors j'ai appris à les faire. Un par un, June présenta les trésors de son dossier. Le premier dessin reconnaissable de Mera, un cercle avec 2 bâtons qu'elle appelait fièrement maman, le cahier où elle notait chaque nouveau mot que les filles apprenaient, des photos d'anniversaire simples mais remplies d'amour, l'ordonnance de l'époque où Élodie avait eu une pneumonie et où June avait passé 3 nuits blanches à appliquer des compresses fraîches pour faire baisser la fièvre. Je ne peux pas leur offrir une grande maison ou des voyages à l'étranger, continua-t-elle, maintenant les larmes aux yeux mais toujours contrôlées. Je ne peux pas me permettre des écoles privées ou des leçons de piano. Mais je peux offrir, et j'ai toujours offert, tout l'amour qui existe en moi. J'étais là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque sourire, chaque réussite. Le juge écoutait attentivement, examinant chaque objet que June présentait. Madame Thompson, l'interrompit doucement. Personne dans cette pièce ne remet en question votre amour pour les filles ou votre dévouement en tant que mère. La question est de savoir ce qui serait le mieux pour Élodie et Mera maintenant, en considérant tous les facteurs. Ce qui est le mieux pour elles, c'est de rester avec la seule mère qu'elles aient jamais connue, répondit June, sa voix de nouveau ferme. Ce qui est le mieux, ce n'est pas de les arracher au seul foyer qu'elles aient jamais eu. Ce qui est le mieux, c'est de respecter le lien que nous avons construit. Le juge posa quelques questions supplémentaires aux 2 parties, tout en consultant les rapports préparés par les travailleurs sociaux et les psychologues. Après près de 2 heures, il demanda une suspension de séance. « J'aimerais maintenant parler avec les filles », annonça-t-il. En privé. Le cœur de June se serra. Ces filles, si petites, face à un étranger, seul, qui allait décider de leur avenir. « Tout ira bien », lui murmura Hélène en lui serrant la main. La psychologue sera présente. Le juge Fleming est connu pour être gentil avec les enfants. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de June. Assise sur le banc dur du couloir, elle regardait la porte fermée du bureau du juge, imaginant ce que ses filles disaient, craignant qu'elles ne comprennent pas l'importance de leurs paroles. Quand ils furent finalement rappelés, June remarqua que le juge avait une expression différente, plus douce, presque émue. Les filles avaient déjà été ramenées dans la pièce spéciale avec la psychologue. « J'ai eu une conversation très éclairante avec Élodie et Mera », commença le juge. Ce sont des enfants exceptionnellement articulés pour leur âge, et d'une franchise surprenante. Il fit une pause, regardant directement les 3 adultes devant lui. Je leur ai demandé avec qui elles aimeraient vivre. Savez-vous ce qu'elles ont répondu? Elles ont dit, à l'unisson, comme si elles l'avaient répété, nous voulons rester avec maman June, mais nous aimons aussi voir les autres. June sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit la faire tomber de sa chaise. À côté d'elle, elle entendit Marianne réprimer un sanglot. Quand je leur ai demandé pourquoi elle voulait rester avec Madame Thompson, continua le juge, Mera a dit quelque chose de très simple mais de profond, parce qu'elle a toujours été là. Et Élodie a ajouté, c'est notre vraie maman. Le juge ferma le dossier devant lui et joignit ses doigts. Dans ces cas, je dois considérer de nombreux facteurs, les liens biologiques, la stabilité, les ressources financières, les liens affectifs.
Mais le bien-être émotionnel des enfants passe toujours en premier. Il regarda Silas et Marianne. M et Madame Laurent, il est indéniable que vous avez plus de ressources financières et que vous pouvez offrir certaines opportunités que Madame Thompson ne peut pas. Il est également indéniable que vous êtes les parents biologiques et que vous avez des droits légaux. Mais, il se tourna vers June, le lien que Madame Thompson a construit avec ses enfants au cours de 6 années de dévouement constant ne peut être ignoré ou sous-estimé. C'est le seul foyer qu'elles aient connu, la seule mère qu'elles aient eue. Le juge prit une profonde inspiration avant de continuer. Ma décision est d'accorder la garde principale à Madame Thompson, avec un droit de visite élargi et régulier pour M et Madame Laurent. Les visites pourront évoluer vers des nuitées et des périodes plus longues à mesure que les filles se sentiront à l'aise. Réévaluation dans 6 mois. June ferma les yeux, laissant enfin couler des larmes de soulagement. Hélène lui serra l'épaule en signe de félicitations silencieuses. De l'autre côté de la pièce, Marianne pleurait silencieusement, le visage caché dans ses mains. Silas, à côté d'elle, semblait lutter avec des émotions contradictoires, la déception et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. J'aimerais ajouter, continua le juge, que je vois rarement des enfants aussi bien adaptés dans des cas comme celui-ci. C'est un témoignage de l'éducation qu'elles ont reçue. Madame Thompson, mes félicitations. Après l'audience, June retrouva les filles dans la salle d'attente. Elle les serra fort dans ses bras, sans mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. « On peut rentrer à la maison maintenant » demanda Élodie, fatiguée après la longue journée. « Oui, mon amour. Nous rentrons à la maison. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Silas et Marianne s'approchèrent timidement. June appela Silas, hésitant. « Pouvons-nous parler un instant ?» Elle hocha la tête, demandant à Hélène d'emmener les filles à la voiture. « Le juge a pris la bonne décision, » dit Silas, la surprenant. « Nous l'avons vu sur le visage des filles quand elles parlaient de vous. Cette étincelle dans leurs yeux, cet amour inconditionnel. Nous voulons nous excuser, » ajouta Marianne en essuyant ses larmes. « Pour tout. Pour l'abandon il y a 6 ans, et pour avoir essayé de vous les enlever maintenant. » June ne savait pas comment répondre. Elle s'était préparée à une bataille continue, pas à une reddition. « Nous aimerions proposer quelque chose, » continua Silas. « Pas comme une compensation, car nous savons que rien ne pourra rattraper ce que nous avons fait. Mais comme un geste de reconnaissance et de gratitude. Nous avons acheté une maison, expliqua-t-il. Dans la même rue que la nôtre. 3 chambres, un jardin, près d'une bonne école publique. Nous aimerions que vous y viviez toutes les 3. Sans loyer, sans hypothèque. La maison serait mise à votre nom. » June cligna des yeux, incrédule. « Et il y a plus » ajouta Marianne. « Silas a une entreprise de design. Nous avons besoin de quelqu'un avec un talent pour la couture et les travaux manuels. Le salaire est bon, avec des horaires flexibles pour que vous puissiez être avec les filles après l'école. »« Pourquoi ?» fut tout ce que June put demander. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit simplement Silas. « Parce que nos filles méritent de nous avoir tous dans leur vie, en travaillant ensemble, pas comme des adversaires. Et parce que vous le méritez, » compléta Marianne. « Pour tout l'amour que vous avez donné quand nous ne le pouvions pas. » June regarda le couple devant elle. Le ressentiment qu'elle avait cultivé ces dernières semaines commença à se dissiper. Pas complètement, mais assez pour entrevoir un avenir différent de celui qu'elle avait imaginé. « Je vais réfléchir à l'offre, » dit-elle finalement. Pour les filles. Dans les semaines qui suivirent, June visita la maison. Spacieuse, lumineuse, avec une chambre pour chaque fille et un jardin où elle pourrait jouer. Elle visita l'entreprise de Silas et réalisa que l'offre d'emploi était sincère, pas seulement de la charité. Lentement, une nouvelle dynamique commença à se former entre les 3 adultes. Ils n'étaient pas amis, mais ils n'étaient pas non plus ennemis. Ils étaient unis par quelque chose de plus fort que leurs différences, l'amour pour 2 filles qui, par hasard ou par destin, appartenaient à tous, de différentes manières. 2 mois après l'audience, June et les filles emménagèrent dans la nouvelle maison. Élodie et Mera couraient à travers les pièces, émerveillées par l'espace, ravies d'avoir leur propre chambre pour la première fois. « J'aime bien ici », déclara Mera en regardant par la fenêtre de sa chambre le jardin fleuri. « Et on peut rendre visite à Silas et Marianne quand on veut, n'est-ce pas ?»« Oui », répondit June en souriant. « Ils habitent tout près maintenant. » Ce soir-là, après avoir couché les filles, June s'assit sur le porche de sa nouvelle maison. L'air nocturne était frais, plein de possibilités.
Le chemin pour arriver là avait été long et douloureux, marqué par des pertes et des rencontres, des larmes et des rires, la peur et l'espoir. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, pensant à quel point la vie pouvait être imprévisible. Comment une rencontre au bord d'une rivière pouvait tout changer. Comment l'amour, sous ses nombreuses formes, pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait à sa famille non conventionnelle. Elle savait seulement qu'ensemble, elle, Silas, Marianne, et surtout Élodie et Mera, ils trouveraient un moyen. 6 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement dans la nouvelle maison. L'automne peignait les arbres du quartier de teintes d'or et de rouge, et une brise fraîche agitait les rideaux que June avait cousus pour les fenêtres. La vie avait trouvé un nouveau rythme, différent mais étonnamment harmonieux. Les filles, maintenant âgées de presque 6 ans, fréquentaient l'école primaire de Westfield, à quelques pâtés de maison de là. C'était une école publique, mais avec une excellente réputation. Les premières semaines, June les y accompagnait tous les jours, mais bientôt, elles s'adaptèrent et prirent confiance pour y aller seules, toujours sous l'œil vigilant de June qui les observait du coin de la rue jusqu'à ce qu'elles franchissent le portail. Dans l'entreprise de Silas, June trouva non seulement un emploi, mais un but. Son talent avec l'aiguille et le fil, affiné par des années de nécessité, s'avéra précieux dans le département de design. Elle commença par de petits projets, mais bientôt ses compétences furent reconnues et elle commença à diriger le développement de prototypes pour une nouvelle gamme de produits. La relation entre les 3 adultes avait évolué d'une trêve tendue à un partenariat fonctionnel. Ils n'étaient pas exactement amis, mais ils avaient trouvé un équilibre délicat qui fonctionnait. Les filles passaient 2 jours par semaine chez Silas et Marianne, généralement le mercredi et le dimanche. Les vacances et les dates spéciales étaient célébrées ensemble, dans l'une ou l'autre maison. Un dimanche particulièrement ensoleillé, Silas et Marianne emmenèrent les filles à un festival d'automne à la périphérie de la ville. June ne pouvait pas y aller, elle avait une échéance importante au travail, mais elle encouragea la sortie. « Ramenez plein de photos ?» demanda-t-elle en embrassant ses filles sur le front avant leur départ. La journée fut magique pour les jumelles. Le festival avait tout ce que des enfants de leur âge pouvaient souhaiter. Popcorn, barbe à papa, manège, jeux et un grand labyrinthe de bottes de foie. Silas et Marianne capturèrent chaque instant, chaque sourire, chaque expression d'émerveillement. Sur le chemin du retour, en fin d'après-midi, les filles étaient épuisées mais heureuses. Sur la banquette arrière de la voiture, Élodie somnolait déjà, la tête posée sur l'épaule de sa sœur. Mera, toujours la plus résistante au sommeil, regardait par la fenêtre les arbres qui défilaient en taches colorées. « C'était la meilleure journée », déclara-t-elle soudain, brisant le silence confortable qui s'était installé dans la voiture. Silas sourit dans le rétroviseur. « Je suis content que ça t'ait plu, ma petite. On pourra revenir l'année prochaine ?» demanda Mera en bâillant. « Bien sûr qu'on pourra », répondit Marianne en se tournant pour regarder la fillette. « On en fera une tradition. » Mera sourit, les yeux lourds de sommeil. Quand la voiture s'arrêta enfin devant la maison de June, Silas coupa le moteur et sortit pour aider les filles. Élodie dormait encore, alors il la prit délicatement dans ses bras. Marianne tenait la main de Mera, qui chancelait de sommeil, et ensemble, ils montèrent sur le porche. June ouvrit la porte avant même qu'il ne sonne, souriant à l'état endormi de ses filles. « On dirait que la journée a été un succès », commenta-t-elle en leur faisant signe d'entrer. « C'était incroyable, maman », murmura Mera en se frottant les yeux. « On a mangé des pommes d'amour et on a trouvé la sortie du labyrinthe toute seule. »« C'est merveilleux », répondit June, sincèrement heureuse de l'expérience des filles. « Tu me raconteras tous les détails demain, d'accord ? Maintenant, c'est l'heure d'un bain rapide et au lit. » Silas déposa doucement Élodie sur le canapé, où elle s'agita mais ne se réveilla pas. June le remercia d'un signe de tête et alla aider Mera à enlever son manteau. « Bonne nuit, princesse », dit au revoir Silas en embrassant le sommet de la tête de Mera. « Repose-toi bien. »« Bonne nuit », ajouta Marianne en s'agenouillant pour serrer la fillette dans ses bras. Mera rendit l'étreinte, puis, dans un mouvement naturel, embrassa la joue de Marianne et dit « Bonne nuit, maman ». Elle se tourna vers Silas, avec la même naturalité, ajouta « Bonne nuit, papa ». Un silence soudain tomba sur la pièce. Ces simples mots, maman et papa, n'avaient jamais été utilisés par les filles pour désigner Silas et Marianne. L'instant sembla se figer dans le temps. Silas se tenait paralysé, ses yeux se remplissant soudainement de larmes. Il essaya de le cacher en se raclant la gorge et en ajustant le col de sa chemise, mais c'était trop tard. Des larmes coulaient déjà librement sur son visage. Marianne,
toujours à genoux, resta immobile un instant, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Puis, sans un mot, elle ouvrit de nouveau les bras et attira Mera dans une étreinte serrée. Ensuite, elle tendit un bras vers le canapé et inclut Élodie, toujours endormie, dans ce moment. June observait la scène avec des émotions contradictoires. Une partie d'elle ressentait un pincement de jalousie, de peur de perdre la place spéciale qu'elle occupait dans le cœur de ses filles. Mais une autre partie, plus grande, plus généreuse, reconnaissait la beauté de ce moment, la guérison qu'il représentait pour tout le monde. « Elles vous ont appelé maman et papa », dit-elle doucement, croisant le regard ému de Silas. « C'est ce que vous êtes. » Cette nuit-là, après le départ de Silas et Marianne et une fois les filles profondément endormies, June s'assit sur le porche avec une tasse de thé. Le ciel étoilé au-dessus semblait particulièrement brillant. Elle prit une profonde inspiration, absorbant la tranquillité de la nuit et l'étrange paix qu'elle ressentait. Les mots de Mera avaient scellé une nouvelle phase dans leur vie. Les titres de maman et papa n'appartenaient plus exclusivement à June. Ils étaient maintenant partagés. Mais d'une certaine manière, cela ne diminuait pas son rôle. Cela ne faisait qu'élargir le cercle d'amour autour de ses filles. 2 semaines plus tard, une date spéciale arriva. Cela faisait exactement 6 ans depuis ce matin froid où June avait trouvé le seau avec les nouveau-nés au bord de la rivière. La date, qu'elle avait l'habitude de célébrer seule avec les filles, serait désormais célébrée ensemble. Ils décidèrent d'organiser une petite fête dans le jardin de la maison de June. La journée était parfaite, ciel dégagé, température douce, fleurs épanouies dans les parterres que Marianne avait aidé à planter. Silas apporta un gâteau élaboré, commandé à la meilleure pâtisserie de la ville. 2 poupées en sucre sur le dessus, identiques, se tenant la main. Marianne décora le jardin avec des ballons et des rubans colorés. June prépara le plat préféré des filles, des pâtes avec une sauce tomate fraîche faite maison. Les jumelles, excitées par la célébration, couraient dans le jardin, montrant à Silas et Marianne les coins spéciaux qu'elles avaient découverts. L'arbre parfait pour grimper, le buisson où un oiseau avait fait son nid, l'endroit secret où elles cachaient leur trésor. Au moment de couper le gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. Les filles, maintenant officiellement âgées de 6 ans, avaient le visage illuminé par la lumière des bougies. Avant de chanter joyeux anniversaire, dit Silas en se raclant la gorge, j'aimerais porter un toast. Il leva son verre de limonade où les boissons alcoolisées avaient été bannies de la célébration par décision commune. À 6 ans de miracle. À 2 filles merveilleuses qui nous ont appris le vrai sens de la famille. Et à June? Il fit une pause, cherchant les mots justes. À la femme qui a sauvé nos filles, d'une certaine manière, nous a sauvés aussi. Marianne, les larmes aux yeux, leva son verre. Et aux secondes chances. Et aux cœurs qui grandissent pour accueillir plus d'amour. June regarda autour d'elle, les filles excitées, Silas et Marianne émues, le jardin fleuri de sa nouvelle maison, la vie inattendue qu'elle avait trouvée. Elle leva son propre verre. Peu importe où ça a commencé, dit-elle, la voix ferme. Ce qui compte, c'est où c'est arrivé. Ils chantèrent joyeux anniversaire, coupèrent le gâteau et rirent de vieilles histoires. Les filles soufflèrent les bougies ensemble, se tenant la main comme elles l'avaient fait à tous les anniversaires précédents. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Un cercle complet. Une famille élargie. Un avenir plus large. Alors que le soleil commençait à se coucher, Silas suggéra une photo pour marquer l'occasion. Il installa l'appareil photo sur un trépied et programma le retardateur. Tous ensemble, appela-t-il en courant pour rejoindre le groupe. Ils se blottirent tous les 5, les bras entrelacés, avec des sourires sincères. Élodie et Mera au centre, June d'un côté, Silas et Marianne de l'autre. La famille que personne n'aurait pu imaginer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait un sens parfait. Le flash se déclencha, capturant ce moment pour toujours. 5 personnes unies non par le sang ou l'obligation, mais par le choix, par le pardon, par l'amour. Une histoire qui avait commencé par l'abandon et le désespoir, mais qui avait trouvé son chemin vers la guérison et l'acceptation. Un amour qui ne divisait pas, mais qui se multipliait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.